Si Rome nous a légué la langue et le droit, si Jérusalem garde la mémoire de nos racines célestes, Athènes nous rappelle que nous sommes des Grecs par les idéaux qui constituent le fondement du monde moderne. Nous sommes les enfants du miracle grec. Et le sentiment de déracinement porte l'homme moderne à la recherche de ses origines, aujourd'hui sans doute plus qu'autrefois. Ce miracle grec se concentre dans un lieu mythique bien localisé, l'Acropole, et s'incarne dans un édifice archétypal, le Parthénon. L'Acropole est devenue le centre de pèlerinage et de ressourcement pour les élites de ces derniers siècles. Quand je vis l'Acropole, dit Ernest Renan, j'eus la révélation du divin. Il y a un lieu où la perfection existe, le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une fois, mais dont l'effet durera éternellement. Le message athénien a traversé les temps, et les Grecs du siècle de Périclès nous apparaissent aussi proches que les encyclopédistes du XVIIIe siècle, et plus proches que les contemporains de la cathédrale et de la croisade. Dans les couloirs de nos musées, à Paris, à Londres, à New York ou à Rome, nous cherchons notre épanouissement à travers le critère grec. Le beau, le bien et la vérité sont pour nous occidentaux des valeurs grecques. Tout ce qui évolue dans le monde est d'origine grecque. On peut donc considérer la Grèce antique comme le laboratoire où ont été expérimentés tous les modèles qui structurent notre civilisation. Pour les Grecs du 5e siècle, le Parthénon devait couronner le rocher qui incarne à Athènes l'image de la montagne sacrée, de l'Olympe, demeure des dieux. Comme sur le sommet de l'Olympe, sur le sommet de l'Acropole, trône Zeus, le père des dieux olympiens. Son autel au milieu d'une enceinte carrée marque le sommet. Comme presque tous les temples grecs, le Parthénon est orienté est-ouest, en regardant ainsi avec ses deux frontons le coucher et le lever du soleil. Pour figurer la naissance d'Athéna, déesse de la lumière et de l'esprit, les bâtisseurs du Parthénon vont choisir le fronton est, parce que c'est à l'est que naissent les astres, source de vie et de toute lumière. Symboliquement, le Parthénon aurait dû être le réceptacle de cette éternelle lumière. Athéna va naître de la tête de son père, Zeus,
incarnant ainsi la sagesse divine, source de la pensée et de la raison. À l'extrémité sud du fronton, la naissance du cycle quotidien est figurée par la montée des chevaux du soleil. Salué chaque matin par le soleil, sa naissance, située au milieu du fronton est, souligne sa fonction de conscience lumineuse qui dirige les rouages des calendriers athéniens. Au centre du panthéon olympien, la déesse de la raison sort de la tête de son père à l'aide d'un coup de hache donné par Héphaïstos. Casquée et armée, elle annonce ainsi la future déesse guerrière de la stratégie et de la lumière vigilante. À l'autre extrémité du fronton, la continuité du cycle est figurée par l'allégorie du lever de la lune. Les métopes de la façade est illustrent le combat entre les Lapites et les Centaures. Cette lutte nous dévoile la vocation première des dieux olympiens: perfectionner l'humanité, domestiquer la nature et les forces chaotiques, animées par les divinités chtoniennes. Ces dieux chtoniens, autrefois seuls maîtres de la nature, habitaient les entrailles de la terre et avaient Gaïa comme divine mère. Contre les géants, fils de Gaïa, Athéna va guerroyer armée de serpents. Ce symbole chtonien, qui est le serpent, montre qu'Athéna, déesse du ciel, est l'héritière d'une divinité archaïque. Gardienne des portes du palais royal mycénien, l'ancienne déesse qui préfigurait Athéna depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ avait parmi ses symboles le serpent. Les envahisseurs doriens, après le XIIe siècle, vont construire sur les ruines du palais des rois à Mycène comme à Athènes des temples dédiés à cette déesse qui, par sa pérennité, reliera la cité archaïque aux nouvelles cités grecques. Bien que la déesse ait été plus tard associée aux divinités célestes, le serpent restera toujours son fidèle compagnon, comme pour nous rappeler la double origine d'Athéna, céleste et terrestre. Si le fronton est du Parthénon illustre la naissance de la déesse, le fronton ouest figure sa victoire sur Poséidon, victoire qui marque les débuts mythiques de l'histoire d'Athènes. Cette confrontation aurait eu lieu sur l'Acropole, et le peuple athénien, le roi Kécrops en tête, a pu choisir presque démocratiquement sa divinité protectrice. Athéna, préoccupée par le bonheur des Athéniens, va leur offrir l'olivier, l'arbre de la lumière. Poséidon, l'ancien maître des lieux, crut pouvoir garder sa suprématie par un miracle. Avec son trident, il fera jaillir l'eau salée d'une fissure du rocher. Choisissant démocratiquement Athéna, le peuple athénien s'engage ainsi consciemment aux côtés des divinités de l'ordre, dans le combat cosmique contre les forces déchaînées de la nature. Déesse de la raison, Athéna, au moins dans un premier temps, va concilier l'ordre et l'instabilité dans la nature et dans l'homme.
Cette dualité s'incarne dans l'Érectéion. Ce temple agit comme un pont qui assure la continuité entre l'ancienne religion de la terre et la nouvelle religion instaurée à Athènes par la victoire de la déesse. Construit en T, il réunit dans un bâtiment orienté nord-sud les souvenirs liés aux anciens maîtres des lieux. Le dieu Poséidon, les rois Kékrops et Érectée. L'autre bâtiment, orienté est-ouest, est dédié à Athéna et abrite la plus ancienne statue de la déesse. L'orientation des deux ailes du bâtiment est symboliquement liée aux divinités qu'elles abritent. L'aile nord-sud liée à Poséidon correspond aux origines, aux principes immuables, et l'aile est-ouest liée à Athéna incarne symboliquement les tensions qui se manifestent continuellement entre les origines et le devenir de toute chose. Le souvenir de la victoire d'Athéna, figuré sur le fronton ouest du Parthénon, s'est perpétué jusqu'à nos jours par l'olivier sacré, debout encore du côté ouest de l'Érectéion. Cet arbre sacré, l'ancêtre de tous les oliviers de l'Attique, au croisement des 4 directions, figuré dans les bâtiments de l'Érectéion, est le véritable axis mundi de l'acropole, autour duquel tourne l'histoire mythique de la cité. Avec l'olivier qui fournit l'huile pour les lampes, Athéna a offert aux Athéniens l'arbre de la lumière. Cet arbre, devenu le symbole de la déesse, réunit les produits de la terre et la flamme céleste, à l'image d'Athéna qui concilie les puissances telluriques du serpent avec la sérénité de la raison. Comme la flamme éternelle abritée dans l'Érectéion, l'olivier sacré n'a jamais cessé de verdir sur l'acropole depuis la fondation de la ville, incarnant ainsi la pérennité athénienne. Si dans l'olivier sacré se trouvent les racines de toutes les flammes qui ont vaincu la nuit, sur un autre plan, l'arbre de la lumière nous rappelle aussi qu'Athéna, la déesse de la conscience lumineuse, promettait aux Athéniens la victoire de la sagesse sur l'ignorance aveugle. Athéna, ancienne déesse de l'éclair, est associée à la chouette. Semblable au regard de la chouette, son intelligence pénètre les ténèbres et assure ainsi la victoire de la lumière d'origine céleste sur les forces des abîmes figurées par la nuit. Les premiers lieux de la lutte immémoriale entre les dieux célestes et les divinités terrestres ont été les sanctuaires naturels. Dédiés aux forces fécondantes de la terre, ces lieux de culte ont été convoités par les dieux olympiens. Chaque sanctuaire grec garde le souvenir de cette confrontation mythique, toujours antérieure à la construction des temples. Depuis le néolithique, avant les Téménos dédiés à Zeus, à Poséidon ou à Athéna, Gaïa, la déesse de la terre, a été vénérée au sommet et surtout dans les grottes qui percent le rocher de l'acropole. La caverne, symbole du ventre de la terre, représente la matrice universelle. Elle concentre les forces telluriques, symbolisant tout à la fois le cœur du monde et le centre de l'être. Elles deviennent souvent lieu d'initiation où les participants au mystère, guidés par les prêtres,
et à l'exemple des dieux, sont en quête de l'immortalité. Dans cette vision magique et poétique, les sources prennent naissance dans l'organe générateur de la grande déesse. Cette grande déesse, la Terre, était considérée comme la mère des dieux, la mère des vivants, mais aussi la mère protectrice de tous ceux qui, après leur mort, retournent dans le ventre de la déesse Terre. Certaines grottes, comme celle d'Éleusis, donnent symboliquement accès au monde des morts. À Éleusis, le culte de l'ancienne déesse mère va être remplacé par les temples d'Hadès, dieu et roi des morts, et de Déméter, patronne des mystères d'Éleusis et déesse de la germination et de la résurrection. Parmi les fleuves toujours divinisés, l'Achéron, le fleuve des douleurs, en se dirigeant vers le soleil couchant, coule à la fois vers la mer et vers le pays des morts, le royaume d'Hadès. Par le mot cosmos, les Grecs voulaient dire à la fois univers et ordre intelligent. Les sanctuaires naturels étaient donc les lieux privilégiés pour s'intégrer dans cette manifestation de l'intelligence divine. De même, les divinités étaient perçues dans les grandes forces de la nature, le soleil, le vent ou les tremblements de terre, et surtout dans les 4 éléments fondamentaux, la terre, l'air, le feu et l'eau. Les sources, comme celle de Castalie à Delphes, sont depuis toujours lieux de pèlerinage. Par sa pureté originelle, l'eau de source dispense une action purificatrice. À l'exemple d'Apollon, les prêtresses et les pèlerins de Delphes se rendaient à Castalie avant de consulter l'oracle. Si dans la Grèce immémoriale, sur presque toutes les montagnes étaient érigés des autels, après la victoire des dieux ouraniens, l'Olympe et le Parnasse deviendront les principales demeures du nouveau Panthéon. Les autels, comme ici au centre l'autel de Zeus, ont été entourés, bien avant la construction des temples, par des enclos qui délimitent ainsi le domaine de chaque dieu. L'apparition de ces enclos se trouve à l'origine d'une première séparation entre le sacré et le profane. Orienté vers le soleil levant, l'autel était destiné au sacrifice, considéré comme le moment culminant du rituel. La fumée des offrandes brûlées sur l'autel établit une communication entre les hommes et les dieux. Tous les autres actes de la cérémonie tournent autour de cette colonne de fumée, devenue ainsi échelle entre le ciel et la terre. En fait, il y avait 2 genres de sacrifices. L'Holocauste, au lever du soleil, sur des autels surélevés, dédiés aux dieux célestes, et l'offrande non brûlée, placée dans des fossés, au soir, et dédiée aux dieux de la terre.
À Delphes, l'autel d'Apollon, comme tous les autels, était en dehors, marquant ainsi que les rites sacrificiels précèdent l'apparition des temples. Les premiers temples grecs vont être construits autour du 8e siècle avant Jésus-Christ et leur plan ressemblait à ce trésor des Athéniens de Delphes, bien que plus tardif. L'importance accordée aux colonnes dans l'ensemble de la façade des temples rappelle qu'à Mycène, la colonne figurait au-dessus de la porte une divinité protectrice, associée par certains à l'aspect archaïque d'Athéna. Les mêmes historiens considèrent que dans ces temps très lointains, la colonne a été adorée comme image de la divinité et que sa présence dans les premiers temples avait une signification rigoureusement cultuelle. Lorsque par la suite, elle est incorporée dans le temple, elle n'a plus qu'une fonction architecturale. À l'origine du temple grec se trouve le cœur du palais-temple du roi mycénien, le Mégaron. Au centre de ce palais, abritant le feu ancestral, siège le roi prêtre, protégé par la divinité familiale. La vie sociale apparaît centrée autour du roi, dont le rôle est tout à la fois religieux, politique, militaire, administratif et économique. Après l'effondrement de la royauté mycénienne, suite aux invasions doriennes vers 1200 avant Jésus-Christ, le plan du Mégaron sera repris par un autre édifice qui va devenir peu à peu le temple de la cité. Il respecte le même schéma. Cella et Pronaos, mais l'autel sera placé devant la façade est. Dans l'ancienne salle du trône du Mégaron, devenue la Cella, à la place du roi prêtre siège maintenant la divinité protectrice de la cité, figurée par sa statue. Dans l'espace ouvert vers la cité, la protection divine va s'exercer au bénéfice de la communauté tout entière. Dans cet espace devenu impersonnel, les vieilles divinités se transforment à leur tour. Elles perdent, avec leur caractère secret, leur vertu de symbole efficace. Progressivement, elles deviennent des images, sans autre fonction rituelle que d'être vues, sans autre réalité religieuse que leur apparence et leur beauté.
L'obsession de ce qui est humain envahit l'architecture elle-même. La colonne perd progressivement sa richesse symbolique initiale. L'esthétisme grec va associer ainsi les principaux ordres architecturaux aux deux aspects de la nature humaine, l'homme et la femme. Le temple d'Héphaïstos, un des mieux conservés de la Grèce, accomplit l'évolution de l'architecture grecque. Cette évolution va consacrer l'importance de la colonne qui va donner naissance par multiplication autour du naos à un espace de déambulation, le péristyle. Cette croissance concentrique va ouvrir davantage le temple vers l'extérieur, parce qu'à la différence de l'église chrétienne, le temple grec n'accueille pas les fidèles à l'intérieur pour concélébrer autour de la statue. Les sacrifices étaient accomplis dehors, autour de l'autel. En effet, c'est l'autel qui, par son emplacement du côté du soleil levant, impose l'orientation est-ouest à tout temple grec. Par cette orientation, le sanctuaire participe à un ordre supérieur, à une harmonie divine, qui l'englobe et le relie à la réalité invisible du cosmos. Le Parthénon, orgue de pierre, va par sa perfection pousser jusqu'aux dernières limites l'analogie nécessaire entre l'âme du monument et l'harmonie cosmique. Les constructeurs des temples grecs, en imitant le Dieu créateur, agissent comme des géomètres de l'âme. En se fondant sur la liturgie des nombres, enseignée par Pythagore, les constructeurs révèlent que l'unité est le principe de tout. Par ces rythmes de pierre, le temple participe au rythme des heures et des saisons. L'espace et le temps retrouvent ainsi leur unité originelle. Par là même, le Parthénon célèbre Dieu comme le nombre des nombres. Les trois étages du temple, le fronton, la colonnade et le soubassement représentent analogiquement les trois niveaux du monde, le ciel, la terre et le monde des morts. On retrouve ces trois plans reflétés dans l'homme, l'esprit, l'âme et le corps.
Les mêmes 3 étages du temple correspondent aussi aux 3 niveaux de la cité grecque. L'acropole, siège de la mémoire sacrée, l'agora, domaine de l'activité civique, et le cimetière, dépôt de la mémoire des ancêtres. On retrouve ces 3 niveaux dans la structure de Mycène, capitale du premier grand royaume grec. D'ici sont partis en guerre contre Troie les Achéens, conduits par le roi Agamemnon au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Au sommet de la colline, c'est autour du palais-temple du roi-prêtre mycénien que s'organisent les quartiers d'habitation, d'artisanat et de commerce. Les activités des prêtres, guerriers et agriculteurs s'intègrent dans la personne du souverain, grand maître du calendrier liturgique et dépositaire de la mémoire ancestrale. Ce système palatial sera détruit par l'invasion dorienne au XIIe siècle et, comme dit Jean-Pierre Vernant, jamais il ne se relèvera. Ces ruines découvertes après 3000 ans par Schliemann situent la nécropole royale à l'ouest, en bas de la cité et à côté de la grande porte des Lions. C'est la même organisation de l'espace urbain que nous retrouvons à Athènes, où la nécropole garde la grande porte ouest de la ville. Orienté comme le fleuve Achéron, à la fois vers le soleil couchant et vers le pays mythique des morts, le cimetière athénien protège la ville par la force et la sagesse toujours présentes des générations antérieures. À côté de la porte de la ville, le cimetière figure la grande porte vers l'au-delà. Les cortèges funéraires ne traversent la ville qu'après le couchant, pendant la nuit. Purifiée par l'incinération, l'âme du défunt, guidée par Hermès, quitte définitivement le monde pour les jardins des Hespérides. Ce séjour des bienheureux était également situé à l'ouest. L'ultime rite de purification pour retrouver l'immortalité s'accomplissait au-delà de l'Achéron, à la fontaine de l'été, dont l'eau procurait l'oubli de la vie corporelle. Cette quête d'immortalité s'incarne dans les mystères d'Éleusis. L'initié participe à des rites qui invoquent Dionysos, Hadès, Déméter et Perséphone aux fins d'une réalisation individuelle. Le cortège des candidats quittait Athènes chaque automne pour célébrer le périple mythique de Perséphone entre Déméter, sa mère, et Hadès, son époux. Dans le grand temple d'Éleusis, les candidats, après épreuve et purification, participaient à un drame mystique qui symbolisait à la fois le périple de Perséphone et la résurrection annuelle de la végétation. Malgré tous les changements politiques de la cité athénienne et défiant sa progressive désacralisation, les mystères ont fonctionné pendant 2 millénaires, rappelant ainsi sans interruption la racine divine de l'homme et les origines sacrées de la culture du blé enseignée à Éleusis par Déméter à Triptolème.
Si la métropole d'Athènes représente analogiquement parmi les niveaux du monde le royaume des morts, l'acropole figure le ciel. Vers ce siège des dieux olympiens monte l'escalier des propylées. En haut des propylées, Athéna Promachos, gardienne de son propre sanctuaire, comme autrefois gardienne de la cité de Mycène. Visible depuis la mer, la statue en bronze de Phidias porte son regard vers le soleil couchant, et par là même, elle remet en cause l'orientation liturgique du sanctuaire, en tournant le dos à son autel et au soleil levant. Si l'acropole figure la mémoire mythique de la cité, c'est l'autel tourné vers le soleil levant qui reste l'élément essentiel du sanctuaire. Véritable repère de la mémoire originelle, l'autel de l'ancien temple d'Athéna n'a pas changé de place, même après la construction de l'Érechtheion et du Parthénon. Si les sacrifices aux dieux chtoniens étaient accomplis le soir ou pendant la nuit autour d'une fosse pour sacrifier aux divinités olympiennes, les célébrants montaient sur l'acropole à l'aube. Après purification et prière, le sacrificateur égorgeait et brûlait des animaux blancs sur le sommet de l'autel. À la fin de la cérémonie, les dieux et les hommes participaient au repas rituel autour de la colonne de fumée. Dans le calendrier qui règle l'ordonnance des sacrifices, la fête la plus importante à Athènes avait lieu chaque année le jour de la naissance de la déesse. Mais c'est avec un faste particulier qu'on la célébrait tous les 4 ans, sous le nom de Grande Panathénée. Un cortège, en prenant la voie sacrée, partait du cimetière, traversait l'agora et montait enfin sur l'acropole. Ce pèlerinage réunissait ainsi les 3 étages de la cité et symboliquement les 3 niveaux du monde. En récitant les textes de l'Iliade, le cortège portait en tête le péplum, la robe rituelle tissée pendant 9 mois pour la déesse protectrice par des jeunes filles vierges. Ce cortège ne se dirigeait pas vers le Parthénon, mais vers l'Érechtheion où était gardé le Xoanon, vieille effigie en bois d'Athéna, tombée du ciel et conservée ici après la destruction de l'ancien temple de la déesse. Ainsi l'Érechtheion nous apparaît comme le temple du juste équilibre entre la mémoire mythique et la dynamique novatrice de la Grèce classique, harmonie dont Athéna aurait dû être le symbole. Par un glissement tragique, le Parthénon est devenu l'image exemplaire de l'oubli de la tradition et Athéna le support de cet oubli, contre sa vocation première de divinité harmonisatrice. Dans la nouvelle religion de la cité, la Vierge du Parthénon va se muer insensiblement en déesse de la mesure et du perfectionnement par la réflexion. L'intellect s'érige ainsi, par substitution, en principale voie du salut. Au milieu de la cella, regardant vers le soleil levant, Athéna Parthénos. À la différence du Xoanon de l'Érechtheion, qui dans la conscience des fidèles rappelait la tradition archaïque, la statue de Phidias, faite d'ivoire et d'or, par son réalisme excessif,
efface le mystère et réduit la richesse inépuisable des symboles à un inventaire d'allégories. À l'image de la colonne, première représentation de la déesse, Athéna aurait pu être le pont unificateur entre les puissances du ciel et de la terre. Le serpent nous rappelle les racines archaïques d'Athéna ainsi que les puissances génératrices des anciennes déesses mères. De tous ces anciens pouvoirs, Pallas Athéna n'a gardé que la puissance de la raison. Inapte à procréer, elle est devenue déesse de la juste mesure. La Gorgone, vaincue et assujettie, nous rappelle qu'Athéna a été l'inspiratrice de la victoire sur le plus redoutable des monstres chtoniens. Mais, à la suite de ses victoires sur ses propres racines, la déesse ne va-t-elle pas affirmer la domination de la raison sur la nature, réduisant ainsi l'être au dire et l'harmonie à l'ordre? La sagesse altérée devient raison, et la lumière aveuglée par elle-même cesse de féconder les ténèbres. Ce glissement vers une religion illuminée par la raison et centrée sur l'homme et sa vie dans la cité est confirmé une fois de plus par la frise du Parthénon. Ce chef-d'œuvre du 5e siècle constitue presque un sacrilège, car pour la première fois dans l'histoire de l'édifice religieux grec, les dieux et les héros sont mis à l'égalité avec les simples mortels participant à la procession. Les lignes de fuite des colonnes entraînent le regard vers l'étage supérieur du temple, autrefois réservé aux dieux et maintenant investi par l'homme, maître de son destin et de l'histoire. Ainsi, le temple de la déesse de la sagesse divine est devenu, à la suite d'affaiblissements successifs de la tradition, le temple de la fierté, puis finalement de l'orgueil de l'homme. Le regard prophétique de la déesse victorieuse cherche vers l'Occident, dans la direction de l'Achéron, au-delà de l'horizon et au-delà des siècles. En tournant le dos au soleil levant et à son propre autel, Athéna va imposer une nouvelle direction à ce rocher-navire qu'est l'Acropole et par là même une nouvelle dynamique signifiante. Par l'affaiblissement de sa mémoire originelle, la ville va suivre la nouvelle orientation en s'engageant vers un autre destin, séduite par les nouvelles perspectives ouvertes sous l'impulsion des philosophes, des doctrinaires et des poètes. Les changements successifs de ces institutions à travers les réformes de Dracon, de Solon, de Clisthène et de Périclès, et le pouvoir de plus en plus fragmenté, vont déstabiliser la cohérence de la vie sociale. Entre le 7e et le 5e siècle, la démocratie va engendrer ainsi périodiquement l'oligarchie, l'anarchie et la tyrannie, et livrera en fin de compte l'État athénien à l'envahisseur macédonien, puis romain. Le même regard prophétique s'étend sur l'Agora. Dans cet espace toujours à l'ouest de l'Acropole, prend naissance la nouvelle cité grecque qui, pendant 2 ou 3 siècles, sera en quelque sorte le laboratoire où vont se développer les germes qui déclencheront par la suite le monde moderne à travers les grandes étapes de la civilisation occidentale. Ce processus a réellement commencé quand
À la flamme éternelle de l'acropole, gardée dans les rectéions, on a ajouté dans l'agora un foyer de substitution, le temple d'Hestia, devenu avec le temps le foyer de la cité. Cette usurpation va conférer une légitimité mythique aux activités profanes de l'agora. La flamme de ce nouveau foyer était réanimée par le feu prélevé rituellement chaque année au foyer de Delphes, le centre spirituel de tous les Grecs. Ce privilège de la cité athénienne, en réalité, ne contribuait pas à la résurrection rituelle de la mémoire primordiale, mais au contraire, il fortifiait, par une légitimité détournée, les nouvelles orientations. Par des choix successifs, les Athéniens détourneront la vocation première d'Héphaïstos et d'Athéna, instaurant ainsi le règne de la technique comme un monde intermédiaire entre l'homme et la nature. La résonance cosmique des anciennes fêtes sera remplacée par les célébrations et les commémorations liées à l'histoire de la cité. La conscience historique, création des doctrinaires, récupère la mémoire mythique et ses rites. Les grands hommes publics sont fêtés avec le même faste que les dieux. Les 12 grands dieux eux-mêmes sont subordonnés aux besoins de l'État. Leur autel figure le centre géographique du monde visible, le point zéro de l'Attique. Un des pas décisifs faits par Athéna vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'avenir, nous amène devant l'acropole, sur le rocher de l'Aréopage. D'après Échille, c'est ici que la déesse instaura le modèle de tous les tribunaux humains, en remplaçant, contre la volonté d'Apollon, la justice divine par la justice issue des urnes. Le même processus de récupération de la légitimité divine par le tumulte des joutes oratoires va trouver son espace de choix dans l'agora. Conséquence de la disparition des rois prêtres, la parole est séparée de son support naturel, le rite. Au bout de 6 siècles de contestation, la parole va être enfin libérée. Préfigurant notre siècle des Lumières, les Grecs de Périclès ont réussi, contre la vocation universelle de l'homme, à réduire l'être au dire. Les problèmes de pratique sociale que jadis les rois prêtres devaient régler ne sont maintenant tranchés qu'au terme d'un débat public. La raison, comme expression de la sagesse divine, est détournée par les sophistes et noyée dans le discours. Le cadre urbain définit ainsi un espace mental. Si l'Aréopage était le précurseur de nos tribunaux, face au même fronton, porteur d'avenir, c'est sur la colline de Pnyx, il y a 25 siècles, qu'a été instauré l'ancêtre de nos parlements,
Cette colline se trouve aussi vers l'ouest, dans la direction de l'Achéron. La cité athénienne, suite à la fragmentation du pouvoir, a cessé de reconnaître Apollon, le dieu législateur, comme unique source des lois humaines. On va consulter l'oracle quand les mécanismes de la cité se trouvent bloqués. Mais en temps ordinaire, les rhéteurs remplacent les prêtres et les nouveaux législateurs se substituent aux dieux. À la volonté des anciens législateurs d'organiser la ville selon les lois du cosmos, le Pnyx va substituer le rationalisme politique. Le désir de codifier la cité selon un système dont la norme est l'égalité. En imposant à la cité une dynamique centrifuge, les philosophes et les politiciens grecs se conduiront en véritables utopistes. Le mythe cesse d'être source de l'histoire. C'est l'histoire qui va engendrer les nouveaux mythes. La vie de la cité sera désormais vécue comme une pièce de théâtre dont l'homme est à la fois l'acteur et l'auteur. L'espace théâtral va devenir la caisse de résonance qui va amplifier les conséquences de l'anthropocentrisme grec, malgré les origines liturgiques des grandes fêtes dionysiaques. Par une participation totale du corps et de l'esprit, le rituel archaïque permettait le renouvellement périodique de l'énergie humaine. Ces rites ancestraux participaient à une lutte consciente contre l'usure de l'être. Comment ? Par un ensemble de cérémonies dédiées à Dionysos qui permettaient aux participants de redécouvrir les racines profondes de l'être. Par la purification, par la danse, la prière et l'extase, les initiés parvenaient à vaincre le temps et l'usure. Ils retrouvaient l'intégralité de l'être originel. Au cours du VIe et Ve siècle, les rondes rituelles vont se transformer en représentations théâtrales. L'ancien espace liturgique devient théâtre et les rites se transforment progressivement en spectacle. Les personnages se substituent aux dieux et la psychologie à la liturgie. L'apparition de l'acteur de métier transforme les participants des anciens rites en simples spectateurs. Les vérités éternelles des mythes font place à la vision personnelle des nouveaux maîtres de la parole, les philosophes, les poètes et les dramaturges. Instruments de cette métamorphose, Échille, Euripide, Sophocle ou Aristophane sont en quelque sorte les prêtres d'une nouvelle religion qui va dépasser l'espace théâtral et autour du Ve siècle englobera toute la cité grecque. Pendant les 3 siècles du miracle grec, l'essentiel de toutes les manifestations de la mémoire collective,
se réduit progressivement à la seule culture. Et c'est à travers 25 siècles de culture que le monde entier deviendra théâtre grec.